Bonjour chers élèves, nous allons commencer aujourd'hui notre troisième module intitulé Le dernier jour d'un condamné. C'est un roman à thèse de Victor Hugo paru en 1829. Comme c'était prévu la semaine dernière, nous allons commencer cette semaine notre série de travaux encadrés dans la première séquence. Nous allons commencer d'abord par le contexte historique de l'œuvre. Puisqu'il est paru en 1829, donc c'est un écrit du 19e siècle. Alors le 19e siècle si on peut dire, est une suite du 18e siècle qui a connu, les deux ont connu des révolutions. Le 18e siècle aussi, il a connu des chamboulements, des transformations, des révolutions au niveau politique, intellectuel, scientifique, social, industriel et aussi sur le plan culturel. Sur le plan culturel, ce siècle était caractérisé par un développement de l'esprit scientifique. Il y avait un ensemble d'écrivains, bien sûr, après, suite au XVIIIe siècle, qui est connu par le siècle des Lumières et qui était bien sûr connu par un développement de l'esprit scientifique, un développement au niveau culturel et littéraire, philosophique aussi. Alors il est connu par un ensemble de philosophes et d'écrivains qui ont fait une révolution contre les règles classiques qui entravent l'esprit de créativité. Ils ont rejeté toute cette règle et ce siècle, à savoir le 19e siècle, a connu un ensemble de courants, ou bien la naissance de quatre courants littéraires, à savoir le romantisme, le réalisme, le naturalisme et le symbolisme. Alors, comme vous voyez là, je vous ai écrit une petite histoire racontée par Victor Hugo ou bien par Madame Victor Hugo qui nous précise les origines de ce petit livre. Donc Victor Hugo, en passant un jour sur un passage de Louvel allant à l'échafaud, elle a vu un condamné qui allait être exécuté. Et il était face, Victor Hugo était face pour la première fois à la peine de mort. Et il s'est vu, ou bien elle a vu, pardon, c'est pas il s'est vu, elle a vu pour la première fois la peine capitale en face. Alors il s'était étonné, il a réfléchi pourquoi la société fit au coupable la même chose et de sang-froid. La chose, bien sûr, la même chose dont elle le punissait. Il le punit d'avoir tué quelqu'un, il le tue de la même façon d'un sang-froid. Alors Victor Hugo a eu l'idée d'écrire un livre ou un roman pour se manifester contre cette guillotine. C'est pour rejeter cette exécution vraiment qui est injuste pour l'humanité. Alors que, bien sûr, Victor Hugo trouve barbare. Alors, mais avant, bien sûr, de commencer, il faut se demander qu'est-ce que c'est qu'un roman à thèse. Et qu'est-ce qui le différencie du roman qu'on a vu ou qu'on voyait toujours, c'est-à-dire un roman littéraire, qui est un genre littéraire. Alors, on va voir quelle est la différence entre le roman à thèse et le roman littéraire. Alors la différence entre les deux, elle est tout à fait simple. Tous deux sont des romans qui contiennent bien sûr des personnages, une intrigue, une suite d'événements qui suivent le schéma narratif, qui ont une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties, un dénouement et bien sûr une situation finale. Mais là, le roman à thèse est différent du roman littéraire simplement par l'idée ou la réflexion philosophique ou politique qu'il contient et qu'il veut faire passer, bien sûr, au lecteur. C'est une thèse ou bien c'est une idée ou bien un concept
qui veut mettre en exergue, qui veut bien sûr que l'auteur cherche à défendre à travers un ensemble d'arguments pour convaincre ou bien le lecteur ou bien les lecteurs, pour les convaincre et pour les persuader, même aussi dans le cas du dernier jour d'un condamné. Donc, le roman à thèse est une expression utilisée en littérature pour classer les romans ou bien des romans dans lesquels la réflexion philosophique ou politique prime sur l'histoire. Donc, c'est un texte. Ce texte-là ou bien cette histoire n'est qu'un prétexte pour faire passer une idée politique, bien sûr pour ne pas la dire directement. Alors ce sont des romans mettant en scène des personnages destinés à illustrer ou représenter des concepts ou des courants philosophiques. Il s'agit d'un genre didactique qui naît principalement au XVIIIe siècle. Bien sûr, il est né avec les Lumières, comme on l'avait dit tout à l'heure, à travers des auteurs tels que Denis Diderot ou Voltaire. Voltaire est connu par les contes philosophiques qui, qui sont presque la même chose que le roman à thèse. Aussi, ils ont pour but de critiquer, de dénoncer et de faire passer un concept ou bien une idée ou une thèse par le biais de la narration. Le roman à thèse est un genre romanesque qui s'inscrit dans le cadre des textes d'idées, ce genre qui cherche à illustrer une théorie, des idées, à défendre une thèse à travers une histoire qui ne constitue en fin de compte qu'un prétexte pour confirmer une thèse ou pour réfuter une autre. Le roman à thèse est l'héritier du conte et du roman philosophique, comme chez Voltaire ou Diderot, comme je l'avais dit tout à l'heure. Il vise d'abord à défendre une conception politique, philosophique ou religieuse même. Alors, il est le genre romanesque le plus proche de la pensée de son auteur. Souvent, il sert à dénoncer une injustice. Alors, dénoncer, ça veut dire à critiquer une injustice. Il s'oppose à l'ordre établi. Alors, l'ordre établi, bien sûr, dans la société. L'exemple du roman hugolien, Le dernier jour d'un condamné, est le cas sur ce niveau. Alors, il dit beaucoup de choses sur ce niveau. Hugo s'y oppose avec véhémence à la peine de mort. Le récit du condamné n'est pas une fin en soi, mais juste un prétexte pour montrer la barbarie et l'injustice humaine. Le texte habille l'idée et lui donne la forme narrative plus acceptable chez le lecteur, plus que toute autre forme. Alors, passons maintenant à Victor Hugo. Qui est Victor Hugo? Donc, Victor Hugo est un écrivain français né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. C'est un poète lyrique, engagé ou épique selon les recueils. Romancier du peuple, qui rencontre un grand succès avec Notre-Dame de Paris, 1831, et plus encore avec Les Misérables en 1862. Il s'illustre au théâtre avec Hernani. C'est une pièce de théâtre. Alors, Victor Hugo est un écrivain, auteur, romancier, bien sûr, poète et dramaturge. Il est également une personnalité politique et intellectuelle qui a compté dans l'histoire du XIXe siècle. Son œuvre multiple a fortement contribué à renouveler les genres et comprend également des discours politiques. Alors, Victor Hugo, c'est une personnalité qui a bien sûr marqué l'Europe et a marqué la France par toutes ses œuvres qu'il a écrites. Vraiment, c'est une bibliothèque. Il a écrit je dirais des dizaines de livres dans tous les domaines, dans le domaine politique, théâtre. C'est un écrivain hors de commun. Et son œuvre hors de commun, comme je l'ai dit, en fait de lui un personnage emblématique que la Troisième République a honoré à sa mort avec des funérailles nationales qui ont accompagné le transfert de sa dépouille au Panthéon de Paris le 31 mai 1885. Après avoir vu une petite idée sur la vie de l'auteur, nous allons maintenant passer à une présentation générale de l'œuvre. Le dernier jour d'un condamné de son écrivain Victor Hugo, qui a une nationalité française. Sa date de naissance en 1802, sa date de décès en 1885. C'est un écrivain du XIXe siècle. Le genre de cette œuvre est un roman à thèse.
il défend une thèse qui est l'abolition de la peine capitale ou bien la peine de mort. Il appartient, bien sûr, Victor Hugo appartient au courant littéraire, le romantisme. Dans quel contexte historique et culturel est écrite cette œuvre? Le contexte historique, c'est la révolution politique et intellectuelle, industrielle, scientifique et culturelle bien sûr, du 19e siècle. Et concernant le contexte culturel, c'est, comme on l'avait déjà dit dans la présentation, c'est le romantisme, le réalisme, le naturalisme et le symbolisme. Alors, voilà deux œuvres les plus connues chez l'auteur, c'est Les Misérables, Notre-Dame de Paris. Aussi, il a des recueils de poèmes comme Les Contemplations, Les Châtiments. La date de parution, alors là, la date de parution du dernier jour d'un condamné, c'est 1829. Le personnage principal de l'œuvre, c'est le narrateur, un condamné dont on ne sait pas grand-chose. On ne sait même son prénom, ni son nom, ni son âge, ni rien du tout. La seule chose qu'on sait, que c'est un narrateur qui a commis un crime de sang et qui est condamné à mort. Le nombre de chapitres, c'est 49. Le lieu de séjour du condamné, c'est Bicêtre, la conciergerie, l'hôtel de ville, et il va être exécuté dans la place de Grève. Nous allons passer maintenant aux caractéristiques des personnages de ces romans. Le dernier jour d'un condamné. On a le condamné à mort. Comme je l'avais déjà dit, nous ne savons pas grand-chose de ce personnage. Nous ne savons ni son nom, ni ce qu'il a fait pour être condamné à mort. Il a très peur, il voudrait être sauvé par la grâce royale, mais bien sûr, il savait bien, ou bien il sait bien que cela est impossible. Il est très préoccupé par l'avenir de sa petite fille Marie. Il a une femme et bien sûr et une maman. La foule. La foule, c'est l'ensemble de personnes qui viennent voir le spectacle de l'exécution du condamné. C'est une société, c'est la société de Paris. Et il est connu comme étant, bon, il est très nombreuse, il ne veut pas la justice, il ne cherche pas la justice, il cherche juste un spectacle qu'il va voir. C'est le spectacle d'un homme qui va être bien sûr guillotiné et une tête qui va tomber par terre. Le prêtre, alors c'est l'homme de l'Église, c'est un représentant de la religion qui vient bien sûr dire des mots au protagoniste, c'est-à-dire au narrateur. Ce prêtre ne parle pas de son cœur, mais il parle machinalement parce que ce sont des mots qu'il disent à chaque condamné à mort. La femme et la mère, on ne sait pas, ils ne sont pas décrites mais, dans l'œuvre, mais ils sont cités en référence de la souffrance. Ce sont deux personnes qui vont souffrir à cause de la condamnation de ces jeunes hommes. La fillette, c'est une fille de 3 ans, qui s'appelle ou bien nommée Marie. C'est une fille qui a vraiment oublié les traits de visage de son père parce qu'il ne l'a pas vu depuis des mois. Les geôliers, quelques-uns sont gentils avec le protagoniste, c'est-à-dire avec le narrateur, d'autres ne le sont pas. Il y a des geôliers qui parlent avec lui et lui demandent beaucoup de choses, d'autres qui le traitent comme un animal. Le prisonnier de la conciergerie. Alors, c'est un homme de 50 ans qui a partagé la cellule du narrateur à la conciergerie avant d'être transféré à Bicêtre. Il est condamné à la peine capitale aussi, qui doit avoir lieu dans 6 semaines. Il est le fils d'un ancien condamné à mort. L'huissier, c'est un homme insensible qui vient annoncer au condamné que son pourvoi en cassation était refusé ou bien rejeté. Les gardes-chiourmes, ce sont des geôliers aussi, sans instruction et sans éducation, qui, bien sûr, rudoient le narrateur et les autres prisonniers. Les magistrats, ils sont grotesques. Le narrateur les décrit de manière caricaturale, bien sûr, pour se moquer d'eux. Le sous-architecte, c'est un jeune homme qui est arrivé dans la cellule du condamné à la conciergerie afin de prendre, bien sûr, les mesures de la cellule. Il est, bon, si on peut dire, il est insensible et sarcastique.
Le bourreau, c'est le dernier personnage que va voir le condamné. C'est celui qui va lui couper la tête. C'est un grand vieux gras. Il a la face rouge. Il est habillé d'une redingote. Il porte un chapeau à 3 cornes. C'est lui qui va exécuter et va couper la tête du narrateur. Le nouveau gendarme de la conciergerie. C'est un gendarme aux yeux de bœuf, au fond déprimé, qui remplace l'ancien gendarme bon. C'est un joueur invétéré qui demande au condamné de revenir après sa mort, lui rendre visite en vue de lui indiquer le numéro du gagnant du jeu. Nous allons passer maintenant au résumé général de l'œuvre. Alors pour le résumé, il est simple, c'est juste, alors on a un lieu qui est Bicêtre, la prison de Bicêtre, un condamné à mort note, c'est-à-dire écrit heure par heure les événements d'une journée dont il apprend qu'elle sera la dernière. Il rappelle les circonstances de la sentence, puis de son emprisonnement et la raison qui le fait écrire, c'est-à-dire quelles sont les raisons qui le poussent à écrire son journal, évoquant d'horribles souvenirs comme le ferment des forçats qu'on va voir au 13e chapitre, la complainte argotique d'une petite fille, des rêves, et là on arrive au transfert à la conciergerie. Il interrompt le serment sentimental et l'élégie théologique du prêtre et reprend cours de ses notations. Pour lui, ou l'appui, on lui amène Marie, sa petite fille. C'est enfin l'ultime trajet. Il tremble, implore. On monte les marches de l'échafaud et il est 4 heures. Cette dernière note écrite de la main du condamné, ajoutée par l'éditeur, reproduit en facsimilé la chanson argotique. Donc il s'agit d'un ensemble, c'est un journal écrit par un condamné pendant son dernier jour. Il note ces dernières heures qu'il lui reste en vie dans sa cellule, en faisant un feedback, en se rappelant des événements, en se rappelant en parlant aussi de sa sentence. Et la dernière chose, bien sûr, qu'il a écrit, c'était on monte les marches de l'échafaud, il est 4 heures. C'est une note, et cette note-là, c'était édité. Donc c'est un roman qui contient pas de situation finale, que l'auteur a laissé ouvert pour que le lecteur puisse imaginer la fin de l'œuvre, bien sûr. Dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est le schéma narratif et actentiel du roman à thèse. Pour la situation initiale, l'auteur ellipse de la situation initiale afin de dramatiser l'histoire. Alors, il fait ellipse, c'est-à-dire c'est une partie cachée ou bien enlevée dont on ne parle pas, et de mettre en exergue la question centrale du texte. Alors, mettre en exergue, c'est-à-dire il met en valeur la question centrale du texte, à savoir, c'est la contestation de la peine de mort capitale. Mais on peut déduire à travers quelques analepses, c'est-à-dire des retours en arrière, disséminés à travers le récit, cette situation initiale, jusqu'au jour du crime qui a bouleversé sa vie. L'élément perturbateur, c'est le meurtre ou bien le crime de sang commis par le personnage narrateur. Les péripéties, c'est le jugement d'abord, l'emprisonnement, la condamnation à la peine capitale, la condamnation ou bien le condamné ne cherche ou bien ne recherche pas une issue, c'est-à-dire il ne cherche pas une sortie de ce problème parce qu'il sait bien qu'il n'y a pas d'issue pour préserver sa vie. Le dénouement, il n'y a pas de dénouement, et l'auteur a fait ellipse aussi de la situation finale pour inciter le lecteur à réfléchir. Donc comme vous voyez en bas, c'est le schéma actentiel de l'œuvre. Qui bien sûr, qu'est-ce que c'est que le schéma actentiel? C'est un schéma qui nous permet de savoir les relations entre les différents personnages de l'œuvre. Alors, concernant, on a bien sûr un sujet qui est le narrateur, ou bien le condamné. L'objet de ce sujet, c'est sauver sa vie.
Le destinataire. Les destinataires qui le poussent à sauver sa vie, c'est l'instinct de survie. Bien sûr, toute personne a cet instinct. Il cherche à survivre. La peur de mourir, son devoir en tant que père. Le destinataire ou bien les destinataires, ceux qui vont bénéficier de cet objet-là, c'est le condamné, sa fille, mari, sa femme et sa mère. Pour les adjuvants, il n'y a aucun adjuvant. C'est les adjuvants, c'est-à-dire les gens qui vont l'aider ou bien qui l'aident à sauver sa vie. Il n'y a aucun adjuvant, sauf bien sûr peut-être un peu l'avocat, puisque c'est son travail. Les opposants, alors si on peut dire toute la société s'y oppose. La société, le directeur de la prison, les magistrats, les gendarmes, les huissiers, l'aumônier et aussi le bourreau, tous ce sont des opposants. Alors c'était là les différents travaux encadrés qu'on a prévus pour cette semaine. Donc je vous laisse et demain, ou bien la prochaine leçon, on va essayer de voir d'abord ou bien un petit aperçu sur le paratexte de l'œuvre, puis on va commencer le premier chapitre.